Les Iraniens comprennent parfaitement où se trouve la faille dans l'armure de l'Empire occidental, et ils sont déterminés à la détruire. Je pense donc que les Iraniens, avec le soutien de la Chine et de la Russie, vont probablement continuer à essayer de démanteler le système du pétrodollar. Ils ne vont pas simplement laisser la Russie l'emporter dans son conflit avec l'Ukraine, puis dire « Bon, tant pis, on a perdu, vous avez gagné, passons à autre chose ». Non, ils vont commencer à utiliser les pays européens restants comme instruments pour poursuivre la guerre contre la Russie. Ils ne s'arrêteront jamais, Lena. C'est bien ça le problème, tant qu'ils ne seront pas complètement vaincus. Bienvenue à World Affairs in Context, tout le monde. Je suis Lena Petrova. Je suis ravie d'accueillir à nouveau Alex Cranor dans notre émission aujourd'hui. Alex est le fondateur de Cranor Analytics et d'iSystem Trend Following. C'est un expert des marchés de matières premières et il a travaillé comme gestionnaire de fonds spéculatifs, analyste de marché et chercheur. Au passage, Alex tient une newsletter très populaire sur Substack. J'en suis une grande fan. Alors n'hésitez pas à le suivre et à aller y jeter un œil. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Alex, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de te revoir. Merci pour l'invitation, Lena, et pour cet accueil chaleureux. Je salue aussi vos téléspectateurs et vos auditeurs. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Il se passe énormément de choses cette semaine, que ce soit sur les marchés de l'énergie ou sur les marchés obligataires, et je pense que la discussion va être intéressante. Commençons par le pétrole. L'administration Trump semble se préparer à relancer sa guerre contre l'Iran. Les chaînes d'approvisionnement mondiales en énergie sont déjà dans un chaos total. Et l'inflation augmente, aussi bien aux États-Unis qu'à mondial. Si Trump attaque à nouveau l'Iran, je suppose que les enjeux seront plus élevés, parce qu'une plus grande partie des infrastructures énergétiques du Golfe sera probablement détruite ou endommagée, et donc hors service. Par exemple, pendant les 2 premiers mois de la guerre, les perturbations cumulées ont dépassé 1 milliard de barils de flux pétroliers. Pour donner un ordre de grandeur, 1 milliard de barils, c'est à peu près l'équivalent de 50 jours de consommation totale de pétrole aux États-Unis. On parle donc de près de 2 mois de consommation nationale. C'est une baisse considérable des flux énergétiques mondiaux. Alex, quelle est ton évaluation des marchés mondiaux de l'énergie en ce moment? Eh bien, je pense qu'ils n'ont pas encore vraiment pris la mesure de ce qui s'est passé. Et ce n'est pas surprenant. Je participe activement au marché des matières premières depuis presque 30 ans. Et une chose que j'ai apprise très tôt, c'est qu'il y a toujours une certaine inertie dans la façon dont les marchés réagissent aux nouveaux événements dans le monde. Aujourd'hui, on est autour de 107-108 $ le baril sur le marché au comptant du WTI, le West Texas Intermediate. Ça peut sembler élevé, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Parce qu'en 2022, on était déjà à 120 $, et en 2008, on était monté tout près de 140. Et là, on vient tout juste de connaître la plus grande. In 2022, and we were trading close to 140 in 2008, and we just had the largest oil market disruption in the history of... Une interruption, une perturbation du marché pétrolier dans toute l'histoire des marchés du pétrole. Et vous savez, à propos de l'annonce de Trump hier, quand il a déclaré qu'il n'allait finalement pas bombarder l'Iran aujourd'hui comme prévu, on a appris que c'était apparemment programmé. Ce qui est intéressant, c'est que quand il a fait cette annonce, elle est sortie sur Truth Social. Le prix du brut a alors chuté d'environ 3,5 $ le baril. Il est passé de plus de 107 à un peu plus de 103. Mais 3 ou 4 heures plus tard,
il était revenu exactement à son niveau initial. Et aujourd'hui, il est même plus haut. Donc je pense que c'est le processus graduel de découverte des prix, celui qui fait émerger les tendances sur les marchés. Et ces tendances, en général, s'étalent sur plusieurs mois, n'est-ce pas? Donc on était au plus bas, je crois, en octobre dernier, autour de $60 le baril. Ça ne fait que quelques mois. On ne sait pas encore où cette tendance va nous mener, mais il est très probable que les prix montent beaucoup, beaucoup plus haut et qu'on atteigne peut-être de nouveaux records historiques, ce qui voudrait dire une forte croissance. On pourrait bien dépasser les $140 le baril. Alors, à propos de l'annonce très magnanime de Trump, quand il a dit qu'il n'allait pas bombarder l'Iran parce que, soi-disant, tous les grands dirigeants du Golfe lui avaient demandé de ne pas le faire, j'ai l'impression qu'il s'est peut-être trouvé une porte de sortie. Depuis plusieurs jours, il présente tout à travers le prisme du programme nucléaire iranien et il ne cesse de répéter « Ils ne peuvent pas avoir la bombe. Ils ne peuvent pas avoir une bombe nucléaire. » Ça ne fait que répéter la même chose. Bon, le fait est que les Iraniens avaient dit très clairement, avant qu'ils n'aillent tuer 40 à 50 de leurs plus hauts responsables, qu'ils n'étaient pas intéressés par l'arme nucléaire, et qu'il existait même une double fatwa du guide suprême, Ali Khamenei, interdisant la fabrication d'une bombe atomique. Alors, certains diront peut-être, oui, enfin, on ne peut pas faire confiance aux Iraniens. D'accord, pas besoin de leur faire confiance. On peut aussi demander à l'AEA, qui avait un contrôle total sur leur programme nucléaire et qui a confirmé qu'ils ne cherchaient pas à fabriquer une bombe. Et puis, il y a toute la communauté du renseignement américaine. Depuis 2007, elle publie une évaluation dite à haut niveau de confiance, selon laquelle l'Iran a arrêté de travailler sur une bombe nucléaire en 2003. Tous, unanimement, avec un haut niveau de confiance. All of them unanimously high confidence assessment. And then they reiterated the same assessment a number of Et puis, ils ont répété la même évaluation plusieurs fois. La dernière fois, c'était sous l'administration Trump. En mars 2025, Tulsi Gabbard a réaffirmé la même chose. Ils ne travaillent pas sur une bombe. Donc tout le monde dit qu'ils ne travaillent pas sur une bombe. Ils n'en veulent pas. Il y a une fatwa contre la bombe. Et maintenant, Trump dit qu'ils ne peuvent pas avoir de bombe. Je pense que c'est peut-être pour lui une façon de trouver une porte de sortie. Parce que même dans le message qu'il a publié sur Truth Social, où il annonçait qu'il n'allait pas les bombarder aujourd'hui, il a précisé que les dirigeants des monarchies du Golfe étaient en négociation avec l'Iran. Il a dit que l'Iran ne pourrait jamais avoir de bombe. Mais il l'a présenté d'une manière qui montre qu'il délègue en quelque sorte les négociations aux monarchies du Golfe. Donc, si eux arrivent à un accord et à une solution avec les Iraniens qui leur convient, et qu'ils disent « Bon, nous sommes satisfaits des engagements de l'Iran et de leur, de leur garantie », alors Trump pourra dire « Très bien, ça me suffit. Nous venons de nous assurer que les Iraniens n'auront jamais la bombe. C'est ma victoire. » Il présentera ça comme un trophée au peuple américain et peut-être qu'il se fabriquera ainsi une porte de sortie tout en proclamant sa victoire, parce qu'il aura, selon lui, sauvé le monde, le peuple américain, Israël et les alliés du Golfe d'une destruction nucléaire certaine. Parce que vous savez, que feraient les Iraniens s'ils avaient la bombe? Eh bien, évidemment, ils feraient tout de suite sauter tout le monde autour d'eux. Donc Trump pourrait s'en aller de cette guerre sur un cheval blanc et proclamer la victoire. Cela dit, Lena, je ne veux pas laisser entendre que les prix du pétrole vont baisser pour cette raison, parce qu'on n'en sait rien. Je pense même qu'ils pourraient encore monter, parce que c'est la tendance qui s'est installée maintenant. Et il faudra du temps.
même dans le meilleur des cas concernant la guerre contre l'Iran. Il faudra du temps pour que les marchés pétroliers se rétablissent et retrouvent un fonctionnement normal. To recover and to get back to normal functioning. Pensez-vous qu'on puisse dire que la pression du lobby pro-israélien et de Netanyahou serait peut-être tellement forte que même si Trump voulait trouver une porte de sortie maintenant, avant les élections de mi-mandat, il ne pourrait peut-être pas le faire? Yes, I think that's entirely possible, and I kind of imagine Oui, that maybe je pense que c'est tout à fait possible. Et j'imagine un peu qu'il finira peut-être par se retirer de cette guerre, en se disant qu'il vaut mieux laisser cette situation de côté jusqu'aux élections de mi-mandat. Je crois vraiment que, quelles que soient les forces ou les pressions qui l'ont poussé à mener cette guerre, et quels que soient leurs intérêts, ils sont aujourd'hui tellement intenses, tellement puissants, qu'à mon avis, ils vont aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Ils ne laisseront pas simplement l'Iran rester un pays indépendant. Ils reculeront, et peut-être qu'Israël redeviendra une démocratie normale, en oubliant les scénarios du grand Israël et tout le reste. Je ne pense pas que ça arrivera, mais il est clair qu'ils ont besoin de se réorganiser, parce que ça ne s'est vraiment pas bien passé. Et puis, vous savez, je crois vraiment que ce sont bien les incitations dont j'ai parlé, que ce sont en fait des intérêts néocolonialistes. Prendre le contrôle de l'Iran a aussi, au bout du compte, un objectif financier très clair. L'Iran est le 5e pays le plus riche du monde en ressources naturelles. C'est un énorme gage pour le système bancaire. Et je pense qu'ils sont absolument désespérés de trouver de nouveaux gages, du capital frais. C'est pour ça que, vous savez, il ne s'agit pas seulement de l'Iran. L'Iran est l'un des plus gros trophées possibles. Mais c'est aussi pour ça qu'ils s'en prennent à la Russie, qu'ils veulent un changement de régime en Russie. Il y a une bataille brûlante pour le contrôle politique de la Bolivie, pour celui de l'Équateur. Ils ont pris le contrôle du Venezuela, et Cuba est maintenant dans leur ligne de mire. Je ne pense pas que Trump oublie ni le Groenland, ni le Canada. Donc tout ça, à mon avis, tout ça fait partie de la liste des choses à faire. Et j'ai l'impression qu'ils sont tellement paniqués en ce moment, qu'ils ont tout sorti, qu'ils se battent sur tous les fronts. Et vous savez, il y a des conflits dont on n'entend presque pas parler, parce que tout est éclipsé par l'Ukraine, l'Iran et la Palestine. Mais apparemment, la Somalie est bombardée chaque jour par les forces américaines. La situation est absolument terrible. Il y a la guerre au Soudan. Je pense que le Congo est très très actif. En Bolivie, on est à 2 doigts d'une guerre civile. Donc pour moi, on dirait que l'Empire veut tendre un piège et prendre le contrôle de toutes les régions stratégiques du monde. Et ils doivent le faire vite, parce que leur système financier est en train de s'effondrer lentement. C'est passionnant. Et tu me fais aussi penser à ce qui se passe au Burkina Faso, avec les multiples coups d'État qui ont eu lieu. Le Mali et le Burkina Faso, bien sûr, le Niger aussi, ces 3 États africains qui ont osé s'éloigner de l'influence coloniale française pour essayer de tracer leur propre voie vers la souveraineté. Et ça, il ne faut pas non plus l'ignorer. Oui, exactement. Tu as raison. Je suis content que tu en parles, parce que cette situation fait partie de la même équation. Le néocolonialisme est littéralement affamé de sang neuf, pour reprendre les mots de Vladimir Poutine. Il disait, il y a quelques mois, que ce bal de vampires touche à sa fin. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'un bal de vampires. Ils ont perdu leur colonie en Afrique. Ils n'arrivent pas à prendre le contrôle du Moyen-Orient. L'axe de la résistance est en train de monter en puissance. Israël leur échappe. L'Amérique du Sud, elle, a pris son indépendance, d'une certaine façon.
Donc oui, je pense que c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Et le Grand Prix, au fond, ça a toujours été le contrôle de toute la masse continentale eurasiatique. Mais bon, tu ne peux pas y arriver si ta propre société s'effondre, si tu fais face à une crise d'hyperinflation, si tout part en morceaux, le navire coule. La flotte de la Compagnie des Indes orientales sombre. Et à partir de là, c'est très très difficile de revenir en arrière. Absolument. Et je veux qu'on poursuive la discussion sur les marchés de l'énergie. Mais avant ça, je pense qu'il faut qu'on parle rapidement des obligations. Parce que les marchés obligataires, partout dans le monde, sont en plein chaos. Et c'est directement lié à la guerre en Iran et à ce que tu viens tout juste de décrire, Alex. Le rendement des obligations américaines à 30 ans vient d'atteindre son plus haut niveau depuis 2007. Et les taux grimpent aujourd'hui du Japon jusqu'aux États-Unis. En partie, c'est à cause des craintes que le choc des prix, provoqué par la guerre en Iran, pousse les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt. Quelle est, selon toi, la lecture du marché obligataire, en lien avec la crise énergétique, la guerre d'agression menée par Trump, et cette crise géopolitique qui est en train de se déployer à l'échelle mondiale? D'accord. Alors je vais vous donner ma propre interprétation, et c'est vraiment la mienne. J'en ai parlé avec quelques personnes du secteur financier. Personne n'est d'accord avec moi. Mais bon, eux, ils ont plutôt tendance à suivre les explications qu'on trouve habituellement dans le Wall Street Journal ou le Financial Times, vous voyez. Exactement. Bref, peu importe. Enfin, j'ai commencé à me dire qu'il y avait vraiment un gros problème quand les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan. Parce qu'on a vu une réaction complètement hystérique du Royaume-Uni, pas à cause de la manière dont le retrait a été géré, mais simplement parce que les États-Unis se retiraient tout court. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était une réaction vraiment excessive, complètement disproportionnée, venant de Londres. Et là, j'ai compris qu'ils étaient bien plus impliqués qu'on ne le pense dans ces aventures impériales et néocoloniales un peu partout dans le monde. En fait, ils se cachent simplement derrière les forces américaines. Donc ce qu'on voit, ce sont essentiellement des bases militaires américaines. Et on voit aussi des multinationales qui s'y installent. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est toute la base financière. Parce que l'intérêt principal de toutes ces entreprises colonialistes revient aux banquiers. Alors, ce qui se passe, c'est que, disons, si vous prenez le contrôle d'un pays comme l'Iran, par exemple, eh bien, vous transformez la richesse de ses ressources naturelles, son infrastructure, en garantie pour votre propre système financier, pour votre propre système bancaire. En général, des sociétés comme BlackRock arrivent en premier. Elles investissent en actions ou en obligations et elles prennent le contrôle des entreprises locales. Mais une fois qu'elles détiennent une part majoritaire dans ces entreprises, à ce moment-là, elles placent leurs propres représentants au conseil d'administration. Et en général, dans ces régions du monde, ces entreprises sont très rentables et ont peu de dettes. Ce qui veut dire qu'on peut les charger de dettes, beaucoup de dettes, parce que ces entreprises, les flux de trésorerie qu'elles génèrent, sont des actifs très précieux, des garanties en quelque sorte. Donc une fois qu'on les a bien endettés, le remboursement de ces dettes va directement vers les institutions bancaires occidentales, comme JP Morgan, Goldman Sachs et d'autres. Et ensuite, pour le développement futur du secteur des ressources du pays, le pétrole, le gaz, l'agriculture et tout le reste, on s'assure que ce soit confié à des entreprises qui sont clientes de ces banques. Alors, je ne sais pas, prenons un exemple. Si l'Iran veut construire des centrales nucléaires, Westinghouse peut les construire, ou bien les Chinois ou les Russes, avec Rosatom, peuvent le faire aussi.
En général, l'électricité produite par Westinghouse coûte environ 5 fois plus cher que celle des centrales nucléaires chinoises. Mais si vous contrôlez politiquement le pays, ça n'a aucune importance. Vous ferez en sorte que Westinghouse obtienne le contrat. Westinghouse va alors contracter un prêt d'1 ou 2 milliards de dollars auprès de JP Morgan, de Goldman Sachs ou de Citigroup, peu importe lequel, pour construire ces centrales nucléaires. Ensuite, l'entreprise remboursera ses prêts à JP Morgan, à Goldman Sachs, et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est qu'on met en place un grand tapis roulant de flux financiers qui partent de votre nouvelle conquête coloniale pour aller vers la City de Londres, Wall Street, ou les institutions bancaires de Paris. Alors, que se passe-t-il si ces flux sont interrompus? Par exemple, imaginons que le Qatar déclare, un cas de force majeure. Plus d'exportation de gaz naturel en provenance du Qatar. No more natural gas exports out of Qatar. Well, that means that those cash flows are no longer going, which means Eh bien, ça veut dire que ces flux de trésorerie ne rentrent plus. Donc, ces prêts deviennent en gros des créances douteuses. Et là, il y a forcément une banque occidentale qui risquerait de faire faillite. Sauf que, on n'a plus vraiment de faillite bancaire aujourd'hui. Enfin, si, il y en a encore, mais ce sont plutôt des banques moyennes, des établissements de taille moyenne. On n'a plus de cas comme Lehman Brothers. On n'a plus d'événements comme Bear Stearns. Pourquoi? Parce que depuis la dernière crise bancaire, depuis 2008, les banquiers ont pris le contrôle du système. Ils n'ont plus besoin d'aller demander au Congrès un plan de sauvetage. Ils peuvent tout simplement se verser un plan de sauvetage en permanence, autant qu'ils en ont besoin, tout le temps. Et tout ça se fait en coulisses. On n'en entend même pas parler. La guerre de Trump contre l'Iran a interrompu beaucoup de ces flux d'argent venant du Moyen-Orient, probablement des milliards, peut-être même des milliards par jour. Je ne sais pas combien exactement, parce qu'ils ne nous le diront jamais. Du coup, les banques occidentales manquent cruellement de garanties. Beaucoup d'entre elles pourraient être au bord de la faillite. Et on ne les laissera pas tomber, parce que les banques centrales couvriront toujours leurs pertes en imprimant autant de liquidités qu'il faut pour les maintenir à flot. Et donc, ce qui se passe dans ces situations, c'est que, historiquement, parce que ça arrive tout le temps, enfin pas forcément à cette échelle-là, pas quand tout l'empire occidental s'effondre, comme les banques britanniques ou américaines, mais ça s'est déjà produit dans des pays comme le Zimbabwe, l'Argentine, le Venezuela, Israël, et vous savez, en Allemagne, il y a 100 ans. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que les prix des obligations commencent à s'effondrer. Les taux d'intérêt montent, c'est le même mécanisme. La monnaie perd très vite de son pouvoir d'achat, et les marchés boursiers, eux, ont tendance à s'emballer. Ils partent dans une hausse accélérée, presque verticale. Donc, en 2021, quand les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan et que les Britanniques ont eu cette réaction un peu hystérique, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre ce qui se passait vraiment. À ce moment-là, j'ai fait une prédiction. On allait assister à un effondrement des obligations en Occident, à un effondrement des devises, à une envolée accélérée des marchés actions et au bout du compte, à de l'hyperinflation. C'est absolument fascinant. J'aimerais pouvoir vous montrer le graphique. En gros, si on trace une ligne exactement au jour du retrait américain d'Afghanistan, très peu de temps après, les obligations américaines, britanniques et européennes sont entrées dans un marché baissier très prononcé. Et puis, quelques mois plus tard, la guerre en Ukraine commence. Ensuite, ça continue. Il y a eu une petite remontée, parce que je pense, ils croyaient qu'en imposant des sanctions à la Russie, le pays allait s'effondrer.
Donc il y a eu un moment d'optimisme. Mais ensuite, on est entré dans un marché baissier très brutal. Et ce marché baissier s'est révélé être le plus important sur les obligations depuis 240 ans de données. Le plus grand marché baissier jamais connu dans les marchés financiers occidentaux. Et à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu l'accès aux garanties, notamment autour de l'Afghanistan. Ils ont perdu l'accès aux garanties de l'Ukraine, en grande partie parce que le Donbass est maintenant presque entièrement sous contrôle russe. Et le Donbass représentait plus de 80% du PIB ukrainien. Donc cet argent ne circule plus vers l'Ouest. Et je pense que c'est ça qui a accru la pression pour continuer à intervenir, pour aller vers l'Iran, pour récupérer, les anciennes colonies d'Afrique du Nord-Ouest. Les Britanniques ont été très actifs, essayant de remettre sous leur, domination coloniale renouvelée, leurs possessions allant de l'Égypte jusqu'à l'Afrique du Sud. Avec un succès partiel, il faut le reconnaître. Et ensuite, ils ont élaboré un plan pour recoloniser le Moyen-Orient à l'est de Suez. Et puis, vous savez, cette idée de vouloir s'emparer du Canada, du Groenland, du Venezuela, de Cuba, de la Bolivie et de tous ces pays, je pense que ça vient d'un effondrement interne de leur système financier. Il y a trop de dettes et pas assez de garanties pour les soutenir. Et à mon avis, cette équation ne va pas disparaître. Donc les pressions pour conquérir la Russie. Quand je dis conquérir, ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer des troupes et prendre physiquement le contrôle du pays. Il suffit de prendre le contrôle politique, c'est-à-dire renverser le régime de Vladimir Poutine et installer une sorte de version de Zelensky au Kremlin. J'allais dire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Ukraine. C'était juste un coup d'État qui a fait exactement ça. Exactement. Voilà, c'est ça le jeu. Ils ont réussi à le faire, d'une certaine manière, au Venezuela. Ils veulent le faire en Iran, évidemment, et ils veulent le faire partout. Et bien sûr, ils veulent se débarrasser des nouveaux dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Partout où les peuples veulent garder leur souveraineté économique et leur indépendance, ils sont maintenant attaqués. Et cette attaque s'intensifie rapidement, devient plus désespérée, plus paniquée et donc aussi plus évidente pour tout le monde. C'est fascinant. Désolé, je n'avais pas encore terminé mon explication sur les marchés obligataires. Oui. Je pense que les marchés obligataires, surtout pour l'Union européenne, les pays européens, la Grande-Bretagne et le Japon, risquent de connaître une sorte de scénario à la République de Weimar. Autrement dit, dans les années qui viennent, ils finiront probablement tous à zéro, ou presque. Alex, c'est vraiment passionnant et je te remercie d'avoir replacé tout ça dans une perspective historique, parce que ça aide vraiment à comprendre les événements actuels et les précédents qui ont été établis avant. C'est absolument fascinant, donc merci de nous avoir expliqué ta lecture de la situation actuelle. Et je suis d'accord avec toi, ce sont des liens et des connexions qu'il ne faut surtout pas ignorer. Regardons aussi l'angle chinois. Avant la rencontre avec Xi Jinping, Trump a mené un coup d'État au Venezuela, comme tu viens de le rappeler. Il a aussi bombardé le Niger et ces deux pays fournissent en fait de l'énergie à la Chine. L'Iran devait bien sûr en être le joyau de la couronne. Eh bien, ça n'a pas vraiment marché. Non seulement l'Iran a réussi à résister à la tentative des États-Unis et d'Israël de provoquer des manifestations à l'intérieur du pays vers la fin de l'année dernière, mais en plus, l'Iran a montré que c'est un adversaire solide qu'on ne peut pas vaincre avec des moyens militaires classiques, même pour les États-Unis et Israël, les deux plus grandes puissances militaires du Moyen-Orient, et pour les États-Unis, même à l'échelle mondiale.
Alors, quand Trump est allé à Pékin, il n'avait pas vraiment les cartes qu'il voulait utiliser comme levier contre la Chine, apparemment. Et donc, est-ce qu'on peut dire que les conflits actuels des États-Unis visent surtout à sécuriser l'accès aux ressources naturelles pour contenir la Chine sur ce terrain-là? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est même presque évident, parce que, enfin non, pour être un peu plus précis, ils ne se soucient pas vraiment que la Chine ait accès aux ressources naturelles, tant que nous contrôlons les flux financiers qui découlent de l'exploitation de ces ressources. Parce que non, si la Chine contrôle sa propre richesse naturelle, si elle contrôle ses infrastructures, les Chinois pourraient dépenser tout cet argent dans les trains à grande vitesse, le développement de nouvelles technologies, la recherche scientifique, l'amélioration du niveau de vie de leur population. Alors que, vous savez, les institutions financières occidentales et la classe politique occidentale, elles, ont plutôt tendance à privilégier les investissements dans le complexe militaro-industriel, les armements, les bases militaires, les armées et tout ce qui va avec. Alors vous voyez, si les entreprises chinoises devenaient clientes de Citigroup, de JP Morgan, de Goldman Sachs, de la Royal Bank of Scotland, et ainsi de suite, et qu'elles leur permettaient de financer leur développement, tout en laissant BlackRock et Vanguard prendre des participations majoritaires, eh bien leurs dirigeants siégeraient dans les conseils d'administration des entreprises chinoises. Et tout irait très bien. On serait amis. Mais à ce moment-là, les décisions sur la manière d'allouer la richesse et le crédit d'une société et sur la direction à donner à son développement futur seraient très, très différentes. Et puis, vous savez, la Chine aurait peut-être autant de kilomètres de lignes à grande vitesse que les États-Unis, c'est-à-dire pratiquement rien. Et je pense que c'est vraiment un conflit entre deux systèmes de gouvernance. D'un côté, il y a un système qui sort tout le monde de la pauvreté, qui élève le niveau de vie de chacun et qui crée une société prospère, une véritable civilisation. Et de l'autre, on a un système, disons-le, l'impérialisme occidental, le néocolonialisme, qui a une tendance très marquée à suivre le chemin de l'Empire romain d'Occident. Autrement dit, aller tout droit vers l'effondrement total, sans rien laisser derrière. Une course vers le bas, vers une nouvelle période d'obscurité. Et oui, on est vraiment sur cette trajectoire. Mais les gens qui tiennent les leviers du pouvoir, ceux qui profitent le plus de ce système, eux, ils ne vont pas lâcher. Ils n'ont pas de plan B. Ils ne vont pas s'arrêter pour se dire « peut-être que ce n'est pas la meilleure voie à suivre ». Peut-être qu'on devrait reconsidérer les choses. Ça arrive, oui. Il y a parfois des réformateurs qui émergent, même au sein de la classe dirigeante. Mais en général, ils sont très vite écartés, tu vois, très vite privés de tout pouvoir politique ou tout simplement assassinés. Comme par exemple, Jules César qui a été tué. Les 8 présidents américains qui ont voulu changer le système de gouvernance ont tous été soit assassinés, soit sont morts dans des circonstances suspectes pendant leur mandat. Abraham Lincoln, John F. Kennedy, McKinley, Garfield, en gros, ils ont tous été éliminés pour la même raison. Ils voulaient rendre à l'Amérique sa souveraineté économique, investir dans les infrastructures, les industries nationales, et ainsi de suite, instaurer des droits de douane sur le commerce extérieur. Et ça, évidemment, ça ne correspond pas aux objectifs des mondialistes. Parce que tu vois, l'Empire veut libre-échange mondial. L'administration Trump a commencé à puiser dans sa réserve stratégique de pétrole. Et comme on le sait tous, cette réserve n'est pas inépuisable. D'après Bloomberg, les États-Unis pourraient en fait manquer de pétrole dès le début du mois de juillet. Et comme chacun le sait, en Asie, le rationnement du carburant est déjà une réalité.
C'est donc une situation très inquiétante que, selon moi, beaucoup de médias traditionnels et de responsables politiques préfèrent tout simplement ignorer pour l'instant. Mais si les choses continuent comme ça, et surtout si les États-Unis lancent à nouveau une attaque contre l'Iran, ce moment n'est pas si loin. Alors, avec des stocks mondiaux de pétrole qui chutent aussi vite, à quel point sommes-nous proches de vraies pénuries et pas seulement de prix plus élevés, de rendements obligataires en hausse et d'une plus grande incertitude? À quel point sommes-nous proches de véritables pénuries qui impliqueraient sans doute un rationnement et un manque d'énergie pour faire fonctionner les hôpitaux, les infrastructures et tout le reste? Eh bien, je ne sais pas vraiment répondre précisément à cette question, Lena. J'ai vu qu'en Europe, on aurait déjà épuisé les réserves de kérosène. Les États-Unis devraient suivre le même chemin cet été. Les réserves de diesel sont à un niveau historiquement bas. Elles se sont littéralement effondrées. Donc il y a des prévisions qui disent qu'on va manquer de produits, qu'il va y avoir des pénuries, et ainsi de suite. Je ne sais pas quelle part de tout ça est vraie, ni dans quelle mesure on peut atténuer la situation. Mais je pense qu'il faut envisager le risque de se retrouver dans une sorte de crise comme dans les années 70, une crise du pétrole, avec des pénuries d'énergie. On pourrait même devoir rationner le carburant, peut-être en obligeant les conducteurs à rouler un jour sur deux, selon le numéro de leur permis de conduire. Tout ça, c'est probablement ce qui nous attend. Je ne sais pas quand exactement ça va arriver parce que ça dépendra de cet été. Si la saison des voyages est vraiment chargée, ce que je ne pense pas, alors la demande pourrait aussi baisser. Donc, si la demande et l'offre diminuent toutes les deux, ça atténuera un peu le choc. Mais une chose est sûre, les prix vont être plus élevés. Et ils pourraient redescendre à des niveaux auxquels personne n'est préparé aujourd'hui. Malheureusement, je ne me sens pas à l'aise de faire une prévision plus précise que ça. Mais une chose est certaine, cette crise ne se résoudra pas facilement. Je pense que la résolution de cette crise devra passer par la voie politique. Vous savez, l'Union européenne va devoir tomber, se désintégrer. L'OTAN aussi va devoir se désintégrer. Les guerres devront s'arrêter. Et ce que je trouve très intéressant en ce qui concerne la situation du détroit d'Ormuz, c'est que vous voyez, je pense que les Iraniens pourraient très facilement faire la paix avec leurs voisins, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar, et dire « Devinez quoi? Nous allons rouvrir le détroit d'Ormuz. Vous serez libre d'exporter tout ce que vous exportiez auparavant, mais à condition de le faire en yuan chinois ou dans une autre monnaie. Plus de pétrodollars. » Ce serait un coup vraiment dur pour l'Occident. Ça nous plongerait dans une crise financière du type République de Weimar, avec tout ce que ça implique. Hyperinflation, dépression, perturbations très graves des marchés, effondrement du commerce, et ainsi de suite. En 2012, en anticipant certaines de ces crises géopolitiques, pas exactement ces scénarios-là, mais en comprenant que l'ordre mondial d'après-guerre allait se déliter, le ministère britannique de la Défense a publié une étude dans laquelle il prévoyait qu'en 2040, le prix du baril de pétrole atteindrait $500. Et je pense que oui, ce genre de scénario devient effectivement possible. Oui, ça en a bien l'air. Et je suis content que vous ayez mentionné le pétrodollar, parce que quand on parle du marché de l'énergie, on finit souvent par parler du pétrodollar. Bien sûr, le fait que le dollar soit utilisé comme monnaie de règlement dans le commerce de l'énergie a renforcé son statut de monnaie de réserve mondiale.
Il ne faut surtout pas sous-estimer ça. Je sais que certains commentateurs et experts occidentaux aiment dire que le pétrodollar ne sera jamais renversé, mais on voit déjà des fissures apparaître. On voit aussi des pays du Sud global, ou de ce qu'on appelle la majorité mondiale, chercher à mettre en place des systèmes alternatifs pour régler leurs échanges. Est-ce que, selon vous, la guerre en Iran a vraiment accéléré le déclin du système du pétrodollar de manière significative? I think there's no doubt about that because Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, parce que les Iraniens savent très bien à quoi ils ont affaire. Donc tout de suite, quand ils ont fermé le détroit d'Ormuz, l'une des conditions qu'ils ont imposées au trafic, c'était que les paiements se fassent en yuan chinois, ou peut-être dans d'autres monnaies comme le rouble russe ou la roupie indienne. Et d'après ce que j'ai compris, même si, je ne sais pas, ça n'a pas été discuté officiellement, ils auraient aussi proposé le même arrangement aux Européens. En gros, si vos cargaisons sont payées en euros, vous pouvez passer. Et ce qui rend tout ça très intéressant, c'est que ça crée en quelque sorte une fracture entre les Européens et les Américains. Parce que l'un des talons d'Achille des économies et du système financier européen, c'est que la majorité du commerce mondial se fait encore en dollars américains. Du coup, les banques et les entreprises européennes doivent disposer de suffisamment de liquidités en dollars pour pouvoir payer leurs importations. Et pendant les périodes de crise, ça devient un vrai problème. La Réserve fédérale américaine a donc dû mettre en place ces lignes de swap avec les institutions financières européennes pour éviter que le commerce européen ne s'arrête complètement. Mais c'est un dispositif que les Américains peuvent retirer à tout moment, ce qui place les Européens dans une position très dépendante. Les banquiers européens ont été très inquiets à l'idée que les Américains puissent, surtout sous Trump, leur retirer ces lignes de swap. Sans elles, ils ne pourraient plus payer leurs importations de pétrole, de gaz, de charbon, enfin, tout ce qu'ils doivent acheter ailleurs dans le monde. Et ça provoquerait des crises de pénurie sur les marchés européens, de l'hyperinflation et tout ce qui s'ensuit. En gros, un effondrement des économies européennes. Alors, si les Iraniens s'adressent aux Européens en disant « Eh bien, vous pouvez payer vos cargaisons en euros et ensuite les faire transiter », ça donne aux Européens un moyen de réduire leur vulnérabilité face aux banquiers américains, face au système de la Réserve fédérale. Et les Saoudiens n'offriraient jamais ça, les Émiratis ou les Qataris non plus. Mais maintenant, le nouveau shérif dans la région, ce sont les Iraniens. Et eux, ils le peuvent. Ils ont le poids politique et la puissance militaire pour imposer leurs conditions. Je pense que tous ces petits gestes montrent que les Iraniens comprennent parfaitement où se trouve la faille dans l'armure de l'Empire occidental. Et ils sont déterminés à l'exploiter, à la détruire. Je crois donc que les Iraniens, avec le soutien de la Chine et de la Russie, vont probablement continuer à chercher à démanteler le système du pétrodollar. Et selon moi, la solution la plus simple serait d'ouvrir le détroit d'Ormuz, à condition que les échanges ne se fassent pas en dollars américains. J'aimerais revenir un instant au tout début de cette conversation. Vous avez fait allusion au message de Trump sur les réseaux sociaux, où il annonçait que la frappe contre l'Iran avait été planifiée mais annulée après l'appel des États du Golfe. Ma question, c'était dans quelle mesure cet appel est-il vraiment lié au fait que le CCG s'oppose aujourd'hui activement à la reprise de la guerre? Est-ce parce que leurs infrastructures
qui sont la principale source de leurs revenus pétroliers, risquent d'être endommagées ou détruites. Et si c'est le cas, pourquoi ne s'y sont-ils pas opposés activement dès le mois de février, avant que les États-Unis et Israël ne lancent la première attaque? Parce que, bien sûr, les Émirats arabes unis, par exemple, sont des alliés d'Israël et des États-Unis. Ils ont sans doute cru à leurs renseignements communs, selon lesquels l'Iran tomberait en quelques jours après l'attaque initiale. Mais malgré tout, on pourrait penser que l'instinct de survie des pays du CCG devrait être plus fort que celui d'un État vassal, entièrement dévoué à servir les intérêts d'un autre. Alors pourquoi, si ce que Trump a dit est vrai et que l'attaque a bien été annulée à la demande des États du Golfe, n'ont-ils pas lancé un appel aussi fort dès le mois de février pour éviter la destruction de leurs propres infrastructures? La seule façon dont je peux expliquer ça, Lena, c'est que je pense qu'ils ont tous avalé le discours israélien. Ils étaient convaincus qu'une sorte de blitzkrieg contre l'Iran ferait tomber le régime très vite, que tout serait fini en quelques jours et qu'il n'y aurait pas de guerre plus large, tu vois? Donc je pense que les Émirats arabes unis étaient complètement alignés sur cette stratégie. D'autres se sont peut-être dit, bon, on ferme les yeux, on laisse faire et on acceptera le résultat. Mais je crois qu'aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que l'Iran devienne la puissance dominante dans la région. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, et maintenant c'est très clair. Et donc maintenant, ils doivent construire leur avenir en coopération avec l'Iran. Et les Iraniens vont presque certainement exiger qu'ils expulsent les bases militaires étrangères de leur territoire. L'Iran est parfaitement en position pour demander qu'ils n'échangent plus leurs exportations en dollars américains. Je pense que tout cela va arriver, ce qui, encore une fois, nous ramène à ces incitations. En clair, l'Empire occidental ne laissera pas passer ça. Ils vont probablement revenir en arrière et essayer de renverser le régime iranien, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que Trump essaiera de repousser ça jusqu'après les élections de mi-mandat. Maybe Trump will try to delay it until after the midterm elections. But if they are unsuccessful, if they fail, Mais si ces tentatives échouent, si elles ne parviennent pas à renverser le régime iranien, si elles ne réussissent pas à l'emporter contre la Russie en Ukraine, si elles ne peuvent pas récupérer leurs anciennes colonies en Afrique de l'Ouest, alors je pense qu'il ne leur restera qu'une seule option, faire tourner la planche à billets. Et donc, on va voir de l'hyperinflation en Europe, de l'hyperinflation au Royaume-Uni, de l'hyperinflation au Japon. Je pense que les États-Unis pourront peut-être gérer un atterrissage un peu plus doux. Mais le monde occidental fait face à une crise majeure, et je crois qu'elle sera comparable à l'effondrement de la République de Weimar ou à la chute de l'Union soviétique. Oui, pour l'instant, on ne voit vraiment pas de lumière au bout du tunnel. C'est bien ce qu'il semble. Alex, peut-être une dernière question pour toi aujourd'hui. L'Iran a clairement montré qu'il est passé maître dans l'art de la guerre asymétrique, évidemment, et il doit l'être, puisqu'il fait face à des puissances nucléaires comme les États-Unis, et aussi à une puissance nucléaire au Moyen-Orient, dotée de l'armée la plus forte de la région, Israël. Téhéran a aussi prévenu que s'il était de nouveau attaqué, il serait prêt à infliger un coup économique énorme, vraiment énorme, à toutes les parties impliquées dans le conflit et par ricochet au reste du monde, puisque l'économie est mondialisée. Même si elle se fragmente, elle reste encore très interconnectée. Alors, en partant du principe que la poursuite de la guerre est imminente, d'une manière ou d'une autre, que ce soit maintenant ou dans quelques mois, après les élections de mi-mandat,
quel serait, selon toi, le scénario d'escalade le plus dangereux que l'Iran pourrait envisager comme forme de guerre asymétrique face à l'agression des États-Unis et d'Israël? Oh, je pense très clairement que la destruction des infrastructures énergétiques dans la région serait catastrophique. Parce que vous savez, on a déjà connu une perturbation très importante du marché du pétrole. Cette perturbation a retiré, selon les estimations, entre 8 et 12% de l'offre mondiale de pétrole brut. Mais si jamais ils allaient détruire le reste des installations de production de la région, les oléoducs, les terminaux d'exportation et tout le reste, on pourrait perdre jusqu'à 32% du pétrole brut mondial sur les marchés. Et ça, ce serait absolument désastreux pour l'économie mondiale. Je pense que les Iraniens vont essayer d'éviter d'en arriver là. Parce que si ça se produit, ce ne sont pas seulement les puissances occidentales qui vont en souffrir. Ce serait aussi très difficile pour l'Inde et pour la Chine. Enfin, pas tellement l'Inde, mais la Chine, qui est l'allié de l'Iran, préférerait qu'il y ait le moins de perturbations possibles dans le commerce mondial et dans l'économie. Mais tu sais, l'Empire ne joue pas franc jeu. Ils ne se soucient pas de limiter les dégâts. Tout ce qui les intéresse, c'est de renverser le régime iranien. Et je pense qu'ils ne céderont jamais tant qu'ils n'auront pas été complètement vaincus. Et on n'en est pas encore là. À mon avis, ce combat va continuer. C'est la même chose, tu vois, la même chose pour la Russie. Ils ne vont pas laisser la Russie simplement l'emporter dans son conflit avec l'Ukraine, puis dire « Bon, tant pis, on a perdu, vous avez gagné, passons à autre chose ». Non, ils vont continuer à armer le reste des pays européens de façon permanente pour poursuivre la guerre contre la Russie. Ils ne s'arrêteront jamais, Lena. C'est bien ça le problème, tant qu'ils ne seront pas complètement vaincus. Alex, je te remercie vraiment pour tes analyses. C'était une conversation passionnante. J'aimerais qu'on puisse continuer, mais on arrive à la fin de l'heure. J'ai hâte de te recevoir à nouveau dans l'émission pour poursuivre cette discussion et aller plus en profondeur. À nos téléspectateurs, je vous invite à suivre Alex sur X ainsi que sur Substack. Son Substack est excellent. C'est vraiment une lecture incontournable, alors allez-y jeter un œil. Alex, un grand merci pour ton temps et pour ta générosité aujourd'hui. J'ai hâte de te retrouver très bientôt. Merci pour l'invitation, Lena. Et à la prochaine.